Dans cette vidéo, nous poursuivons l'examen des registres tenus par l'officiel royal appelé coroner. Au Moyen-Âge, le témoignage d'un témoin était souvent tout ce dont un enquêteur disposait et souvent le seul témoin disponible était la victime ou l'auteur du crime, et aucun d'eux n'était susceptible de donner une déclaration juste et équilibrée. Au XIIIe et XIVe siècle, lors de l'établissement de ces registres, les gens acceptaient volontiers les preuves circonstancielles comme des faits. Les enquêteurs ont enregistré autant de détails qu'ils ont pu recueillir, notant l'heure et le lieu du décès, toutes les blessures sur le corps et qui était présent au moment de l'incident. Malgré les efforts des détectives, si le coupable parvenait à s'échapper de la scène, il pourrait disparaître dans la campagne et échapper à la justice. Revenons maintenant dans le temps et découvrons certaines des pauvres âmes qui ont perdu la vie dans des circonstances inhabituelles et certains des auteurs qui ont commis les sales besognes. L'histoire médiévale est souvent racontée du point de vue des vainqueurs. Généralement, c'est celui qui tient le stylo qui décide comment il sera inscrit dans l'histoire. Vous savez aussi que nous aimons explorer les profondeurs obscures du Moyen-Âge, au-delà de la surface, pour découvrir le drame de la vie réelle et comment les gens vivaient vraiment à l'époque médiévale. La bastonnade de John Lawrence. Le lundi précédant la fête de Saint-Georges le Martyr, au 25e an du règne du roi Édouard, John Lawrence est décédé dans son logement dans la paroisse de Saint-Pierre dans le Bailey. Son corps a été vu le même jour par Adam de Spalding, le coroner. Il n'y avait pas de blessure sur le corps de John, mais il avait été sévèrement battu. Le coroner a fait appel à 4 hommes des paroisses voisines pour mener une enquête et tenir une enquête le même jour. Les hommes jurent que le dimanche des Rameaux, un homme nommé David de Northampton se trouvait dans la rue près de son logement dans la paroisse de Saint-Michel-du-Nord. Il était tard et il marchait sous le mur nord de la ville. Il disait une prière fervente en marchant. Lorsque le dit John Lawrence s'approcha de lui et voulant provoquer une querelle, il poussa David 2 fois avec son épaule. David a demandé à être laissé en paix et est entré dans ses logements, mais John est venu à la porte et l'a frappé 2 fois. David a frappé John à la tête avec un bâton. Quand John est tombé au sol, David, je cite, l'a battu avec le bâton sur ses épaules, son dos et ses reins, et surtout son corps, dont il est à mort le lundi susmentionné. Parce qu'il a vécu pendant 15 jours, il a pu avoir tous les droits de l'Église. Cependant, avant cela, les 2 hommes ont été convoqués devant le commissaire du chancelier de l'université d'Oxford, maître John Bloyot, et emprisonnés. Durant leur séjour, le conseil du commissaire a réconcilié les 2 hommes qui ont ensuite été libérés. David a quitté la ville et n'a jamais été retrouvé. Un travail de sape. Philippe Orr de Westwall a été retrouvé mort dans la paroisse de Saint-Pierre à l'Est. C'était le lundi après la Saint-Grégoire, fête du pape. Philippe a été retrouvé le 8 mars 1305 vers 9h du matin sous le mur nord de la ville. Richard de Cantibric l'a trouvé et a donné l'alerte. Son corps a été examiné le même jour par Ralph de Hampton et John Française, 2 hommes qui avaient été choisis par le maire et les baillis. L'absence des coronaires de la ville pour assister au parlement du roi en était la cause. On a découvert que Philippe avait une blessure, je cite, à l'avant de sa tête, d'une oreille à l'autre, de sorte que tous ses cerveaux étaient éparpillés à l'extérieur et il avait une autre blessure à travers son visage jusqu'aux dents, de 4 pouces de long et 1 pouce de large, et sa main droite avait été coupée et était à côté de lui. Il semblait avoir été attaqué avec une hache nommée Spat. Ce même jour, une inquisition a été tenue devant Ralph et John et 10 autres hommes de la paroisse de Saint-Pierre à l'Est qui avaient prêté serment, 6 hommes de la paroisse de Sainte-Marie-la-Vierge et 7 autres de tous les saints. Tous les hommes ont juré que John de Burden de Kilball Street dans le Leicestershire s'est rendu à la pension de Philip Tarr dans la pénombre du soir le dimanche précédent. Alors que Peter était dans sa chambre, John lui a proposé d'aller dans une taverne à bière pour lui offrir un verre. Ils y sont donc allés ensemble et après quelques verres, John est parti. Philippe est sorti après le couvre-feu pour rentrer seul chez lui. Quand il est, je cite, arrivé au coin sous le mur vers Eastgate, 5 greffiers inconnus l'ont attaqué. Il a tenté de fuir, mais les hommes l'ont poursuivi, attrapé, blessé et tué. Puis, ils se sont enfuis immédiatement. Personne ne connaissait leur nom, ni où ils vivaient. Ils sont cependant certains que John de Burden a été l'instigateur de l'attaque et c'est à cause de lui que les 5 greffiers ont commis le meurtre. Richard de Canterbury, le découvreur du corps, s'était engagé à comparaître devant les juges aux prochaines assises. Dancia. En légitime défense, le jeudi de l'exaltation de la Sainte-Croix en l'an 1298, soit le 19 septembre et le 26e du règne du roi Édouard, John Burrell est mort en prison. Le vendredi matin suivant, le coroner Adam de Spalding a examiné son corps.
John avait, je cite, une blessure mortelle sur le sommet de sa tête, de 6 pouces de long et en profondeur atteignant le cerveau. Il avait une autre petite blessure sur le front. L'enquête et l'appel du coroner aux hommes de 4 paroisses voisines ont eu lieu le même jour. Les hommes ont juré sous serment que jeudi dernier, un certain John Burrell a été vu dans une taverne à bière tard dans la nuit. C'était la maison de Thomas de Staunton où d'autres clercs irlandais résidaient, dont John de Southwark. Il était assis dans la maison de boisson avec un clerc nommé Nicholas de Hullery et un autre groupe. Au bout d'un moment, une dispute a éclaté entre les deux groupes et les hommes sont sortis. Dès qu'ils furent dans la rue, John Burrell sortit son épée et attaqua Nicholas, qui s'enfuit en donnant l'alerte. John de Suffolk a également pris la fuite. John Burrell les poursuivit en brandissant son épée et voulut les tuer. Réalisant qu'il ne pouvait s'échapper, Nicholas sortit son épée et se battit en autodéfense, sachant qu'il risquait de mourir sinon. Il a frappé John Burrell au front, bien que la blessure ne soit pas mortelle. John lui a répondu, je cite, plus violemment, rapidement et amèrement qu'avant. Au moment où il s'apprêtait à tuer Nicholas, John de Suffolk est arrivé avec une hache appelée Spath. Il a frappé John Burrell à la tête, le tuant sur le coup. Grâce à l'alerte de Nicholas, une foule est arrivée et a attrapé les hommes. John Burrell est mort là-bas. Nicholas a été emprisonné à Oxford. John de Suffolk, un greffier reconnu coupable de meurtre, a été envoyé à l'évêque de Lincoln. Chaque bonne action. C'était le 26 juin 1306 que Thomas de Weston est décédé à 9h du matin. C'était la 34e année de règne du roi Édouard et le samedi avant la nativité de Saint Jean le Baptiste. Thomas était gardien de haie pour l'abbé d'Osney et est décédé à Walton dans la grange de l'abbé près d'Oxford. Le dimanche matin suivant, son corps a été examiné par le coroner du roi à Oxford, John Wyth. Thomas avait 2 blessures sur le sommet de sa tête, chacune mesurait 4 pouces de long et allait jusqu'à l'os, mais ce n'étaient pas des blessures des mortels. Il avait une autre blessure dans le dos, elle était du côté droit et près de sa colonne vertébrale. Fait avec une petite flèche, elle mesurait 1 pouce de large et l'avait tué parce qu'elle avait traversé le cœur. Une enquête a été rapidement menée devant le coroner. 6 hommes ont été assermentés pour mener l'enquête depuis le hameau de Binsey, 12 depuis le hameau de Walton, 6 depuis la paroisse de Saint Giles et 6 autres depuis la paroisse de Saint Thomas le Martyr. Tous les 30 hommes ont juré que tard dans la nuit, le jeudi précédent, Thomas de Witton est sorti pour garder les prés de ses seigneurs près de Godstow. Il le faisait souvent juste au cas où un méfait serait commis en eux. Il y resta jusqu'à minuit avant de retourner à son logement à l'abbaye de Grange. Alors qu'il approchait du hameau de Walton pour atteindre sa maison, 3 clercs, Louis de Marchia, John de Peckford et Henri de Sutton et d'autres se sont approchés, je cite, armés d'épées, d'arcs, de flèches et d'autres armes. Thomas a été agressé et frappé à la tête par John de Peckford. Thomas savait qu'il risquait d'être tué, alors il a fait le plus grand effort pour leur échapper et s'est enfui. Cependant, alors que Louis faisait cela, il lui a tiré une flèche dans le dos. Thomas a reçu ses rites d'église et est mort dans l'heure qui a suivi l'attaque. Henri de Sutton était là et n'a pas essayé d'arrêter l'acte, bien qu'il n'ait pas agressé Thomas lui-même. Si Louis, John de Peckford et Henry de Sutton étaient retrouvés, ils devaient être gardés en sécurité pour les baillis jusqu'à l'arrivée des juges du roi. Clergé versus laïc. Le vendredi après la fête des apôtres Saint Matthias en 1296, la 26e année du règne du roi Édouard, le greffier Folco Nimmerich est décédé dans son logement dans la paroisse de Mildred, Oxford. Le samedi suivant, Folco a été vu par le coroner du roi, John de Osney. Folco avait une blessure à l'œil gauche causée par une petite flèche qui avait presque traversé sa tête, pénétrant son cerveau. Le coroner Adam de Spalding a mené une enquête et a assermenté 24 hommes des paroisses avoisinantes comme jurés. Ils ont tous dit que lors de la fête de Saint Matthias, qui était un lundi, Folco, accompagné de plusieurs autres clercs et de leurs intendants de collège, a marché dans la grande rue entre les églises de Tous les Saints et de Sainte-Marie. Peu après 9 heures armés d'arcs, de flèches, d'épées, de frondes, de pierres et de boucliers, ils ont attaqué et blessé gravement de nombreux laïcs. Ils ont aussi cambriolé des boutiques et des maisons, volant les biens et effets personnels qu'ils contenaient. Après avoir épuisé ses flèches, Falco est allé chez Édouard de Hals et sa femme Basilia. Falco et ses compagnons ont attaqué la maison. Édouard a défendu sa maison avec son arc depuis une chambre supérieure, tirant une flèche dans l'œil gauche de Falco qui regardait par-dessus son bouclier. Falco a été ramené chez lui où il est mort, après avoir d'abord reçu ses droits d'église. Édouard a été présenté au coroner et emprisonné.
Il s'est échappé à Noël 1298 et a demandé l'asile à l'église Saint-Michel. Après 12 jours, il s'est rendu et a pu partir du royaume. C'était un cas de conflit entre la ville et l'université et les deux parties ont fait appel au roi. L'une des nombreuses plaintes de l'université était que les habitants de la ville qui ont tué Folco étaient ceux qu'ils ont décrits comme un prêtre et un érudit. Il y avait des greffiers dans un jury de coroner et l'enquête a été menée dans l'intérêt de la ville. Le coroner devait non seulement s'occuper des meurtres, mais aussi de toute mort jugée soudaine ou inhabituelle comme un suicide ou un accident. Comme le décès de John de Neuchâtel, mort en décembre 1301, il était greffier et professeur pour garçons. John avait grimpé sur un saule au bord de la rivière Cherwell, près du pont de Magdalene. Il ramassait des brindilles pour fabriquer un boulot afin de punir ses élèves. Il est tombé dans l'étang de Temple Mill et s'est noyé. Sa femme a découvert son corps en allant le chercher. Et puis, il y avait le pauvre Robert de Honiton qui s'est monté à la tour de l'église Saint-Michel la veille du Nouvel An de 1300. Il allait sonner les cloches en célébration, mais il n'est jamais allé aussi loin parce qu'il est tombé à travers une trappe et est mort. Merci d'avoir regardé, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Santé!